Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Incroyable! L'ascenseur émotionnel, là encore! C'est une joie indéfinissable! C'est du football! C'est la vie! Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes! Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation! Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de notre émission sportive Stade d'ici et d'ailleurs. Chaque semaine, nous serons à vos côtés pour vous faire vivre les temps forts, les coulisses et les histoires inspirantes du monde du sport. Interviews, analyses, décryptage et bien sûr des moments d'émotion intense, voilà ce qui vous attend. Alors installez-vous, préparez-vous à vibrer et rejoignez-nous pour partager ensemble cette belle aventure sportive. Dans ce premier numéro, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité sportive de la semaine avant de déboucher sur des sujets de discussion avec nos experts. Aujourd'hui, je serai accompagné de mon confrère Maël Leroux-Bellou. Comment vous allez? Très bien, et vous, Samuel Cora? Ça va très bien, à pleine forme? Oui, très bien. Super. Et en face de vous, nous avons l'expert de ce premier numéro, Mouchaf Soumanon. Vous êtes également journaliste sportif. Tout à fait. Bonjour Samuel Cora et bonjour à tous nos amis auditeurs et internautes de Radio Afrique Santé. Vous allez bien également? Super bien. Cool. Et vous êtes également journaliste, je le disais, et de l'autre côté de la baie vitrée, l'homme qui vous permet de nous écouter, je veux nommer Pafera Fodéou. On commence avec cette sonorité de Cade, histoire de mettre tout le monde dans le bain. Préparez-vous pour une plongée dans l'actualité sportive, analyse, résultats et les moments forts qui ont marqué les compétitions de la semaine. C'est dans Revue Sportive.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre revue de presse. On démarre ce tour de l'actualité sportive en Angleterre où hier Manchester United a officialisé son nouvel entraîneur Ruben Amorim qui arrive tout droit du Sporting Portugal. Amorim Time titre à sa une le Daily Star. Le journal se réjouit de l'avènement du coach portugais de 39 ans et rapporte les propos de l'ancien international portugais Nani passé par Manchester United. Nani déclare « Les stars de United vont adorer jouer avec le nouveau boss ». De son côté, le Sun trouve que c'est le mariage parfait entre les Red Devils et Ruben Amorim. Le théâtre des rêves qui rêve encore de gloire depuis 11 ans court derrière un sacre. Le dernier succès des Red Devils en Première Ligue remonte en 2013 sous l'ère Alex Ferguson. Allez, on va quitter l'Angleterre, direction cette fois-ci le Portugal où les médias disent au revoir à Ruben Amorim parti outre-Manche. Abola placarde à sa une. Amorim va plus loin, Gyökeres reste. Si le coach lui a cédé aux sirènes mancuniennes, l'attaquant suédois du Sporting lui va rester. En tout cas pour le moment en attendant un possible départ au mercato hivernal ou au mercato d'été 2025. Hier, l'attaquant a même inscrit un triplé contre Amadora qui était l'une des dernières rencontres de Ruben Amorim sur le banc lisboète. L'autre quotidien portugais, Record, évoque même un possible départ d'un autre attaquant portugais, mais lui qui évolue en Italie. Il s'agit de Rafael Leao qui enchaîne les matchs sur le banc. Le journal Record parle d'un possible transfert de Rafael Leao vers l'Angleterre. Le quotidien enchaîne et dit que Vitor Gyökeres et Amorim ne se sont pas encore dit au revoir puisque le journal évoque un possible départ de l'attaquant suédois vers Manchester United très prochainement. Allez, on va quitter le Portugal direction l'Italie où on va parler du journal au papier rose, la Gazzetta dello Sport, qui affiche à sa une Paulo Fonseca, le coach milanais, très mécontent de son équipe. Le coach charge son équipe et les appelle à la réaction. Samedi, aujourd'hui même, l'AC Milan affronte Monza à l'extérieur. Pendant ce temps, Tuttosport parle en manchette de Thiago Motta, le coach de la Juventus de Turin, qui a 3 jours devant lui pour prouver encore face à la Juventus ou à Lille plutôt, face à l'Udinese ce samedi et face à Lille mardi en Ligue des Champions. Allez, on va quitter l'Italie cette fois-ci, direction l'Espagne avec le journal AS qui placarde à sa une l'international allemand Florian Wirtz. Le journal parle du camp du Bayer Leverkusen qui entrerait en discussion avec le Bayern Munich. Non, rétorque le journal AS qui dit plutôt que c'est le camp madrilène qui a la pole position dans ce dossier, alors que le petit joueur allemand a un contrat qui court jusqu'en 2027. Florian Wirtz pourrait s'ouvrir à un possible départ vers l'Espagne. On va changer de média cette fois-ci. On va parler du média catalan Mundo Deportivo qui a accordé une interview exclusive au nouveau gardien ou celui qui a remplacé Ter Stegen dans les buts. Iñaki Peña se sent plus vaillant que jamais, a déclaré le portier qui a remplacé Marc-André Ter Stegen, blessé pour une longue période. Allez, on va quitter cette fois-ci l'Espagne. On va revenir en France pour parler du journal L'Équipe qui affiche à sa une un nul qui frustre puisque l'Olympique lyonnais a réussi à rattraper sur le gong hier le LOSC qui menait depuis un bon bout de temps. Une victoire, un nul plutôt de l'Olympique lyonnais qui pourra permettre à Paris de s'échapper puisque les Parisiens affrontent ce soir au Parc des Princes Lens. Une victoire pour les hommes de Luis Enrique pourrait leur permettre de s'envoler au classement. On va changer de journal cette fois-ci. On va parler de Foot Mercato qui parle de l'arrivée possible de Florian Wirtz au Real Madrid. Le Real Madrid en pole position pour le duo Alonso et Wirtz puisque l'ère Ancelotti semble tirer vers sa fin avec le Real Madrid. Alonso serait le remplaçant idéal pour prendre les rênes de la Casablanca, titre le journal. Allez, on va refermer cette revue de presse avec Vinicius Junior qui ouvre la porte pour l'Arabie Saoudite. Une exclusivité rapportée par le quotidien français Foot Mercato qui parle d'un possible départ de l'attaquant brésilien vers l'Arabie Saoudite. Un départ qui est évoqué du côté de l'Espagne puisque le joueur qui n'a pas gagné le ballon d'or la dernière fois semble vouloir changer d'air. Affaire à suivre dans les tout prochains jours. Et ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Merci Maël Belour. Alors on continue en musique avec Serge Beno dans Fait comme ça.
On va pas trop parler, machine à démarrer. Allez là c'est gâté, tu vas pas toute l'allée. De là tu parles pas de mon dos, maintenant on sait ce qu'il est poids lourd. Évite de trop parler, tu vas pas toute l'allée. T'as kiffé la mélo, et c'est ta bonne pilolo. Faut te déhancher, vas-y faut bouger comme ça. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait comme ça, 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 comme ça. Nous on veut s'enjailler, nous on veut s'amuser, nous on veut s'éclater, c'est coupé décalé, le livre pas aillé, on est déjà lancé, dans sa banque à caponer. Abrique du talent, amandelele, 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 amandelele. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre instance discussion, mais en attendant, on continue avec la musique. Est-ce qu'il fait les jaloux? On y va. Attends, ça te plaît pas quoi? Alors, le Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur de football de l'année suscite chaque année un vif débat autour de ses critères et de ses lauréats. Cette année, la remise du trophée à Rodri a suscité des réactions partagées. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bien sûr. Voilà, le milieu de terrain espagnol, pièce maîtresse du Manchester City, a réalisé une saison exceptionnelle, notamment en remportant la Ligue des Champions et en imposant son influence dans le jeu de son équipe. Cependant, certains estiment que d'autres joueurs tels que Lionel Messi, qui pour son rôle déterminant en Coupe du Monde avec l'Argentine, ou encore Vinicius Junior, buteur prolifique du Real Madrid, auraient pu recevoir cette discussion. Alors dites-moi, quels critères objectifs et subjectifs influencent l'attribution du Ballon d'Or, et Rodri remplit-il ces critères en 2023? Je m'adresse directement à Maël. Je pense que sur la distinction du Ballon d'Or, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut revenir, mais ce sujet-là, je pense que il est central, puisque les nominés ont été dévoilés, je pense, un mois à l'avance ou 3 semaines à l'avance par France Football. Dans le fond, si Rodri remporte ce Ballon d'Or, je ne pense pas que ce soit forcément pour couronner cette saison. Si on prend les statistiques de la saison et si on prend les critères, c'est vrai qu'il y a 3 critères sur lesquels France Football se base pour choisir. Vous pouvez nous donner ces critères? Le premier, c'est d'abord les statistiques, les performances individuelles du joueur. Ensuite, il y a la classe du joueur, son fair play et son impact maintenant sur le jeu de son équipe. Ouais. Et je pense que si on regarde ces critères-là, statistiquement, Rodri n'a pas fait une saison exceptionnelle, soyons honnêtes et disons-le. Vous pensez cela? Oui, Rodri n'a pas fait une saison exceptionnelle. Quand vous prenez la saison de Lautaro Martinez, de Bellingham... Voilà un autre joueur qu'ils ont également oublié. Hein? De Vinicius, vous vous dites que forcément, Rodri a gagné, c'est vrai. Rodri a gagné la Première Ligue avec Manchester City. Le Real a été sacré championne en UEFA Champions League. Oui. Si on récompense Rodri aujourd'hui pour son travail, je pense que c'est d'abord pour mettre en lumière les milieux de terrain. On ne va pas se cacher, puisque si au bout d'une saison, vous avez des joueurs qui ont remporté la Copa América, qui ont gagné le titre de Serie A, qui ont gagné le titre de meilleur buteur en Italie et qui n'ont pas été capables de peut-être franchir la marche du podium, il y a un problème qui se pose. Vinicius Junior, lui, il a peut-être semblé un peu blâmé ou un peu mis de côté, mais je pense qu'il n'y a pas eu vraiment unanimité dans les votes pour le Real, puisque il y avait Bellingham, il y avait Carvajal et il y avait Vinicius, tous qui prétendaient au Ballon d'Or. Quand vous parlez de critères objectifs, il y a toujours de la subjectivité qui va rentrer en ligne de mire. Le vote est fait, ou les votes plutôt sont faits par
100 journalistes des 100 premiers pays FIFA au classement, je pense qu'il y aura toujours une petite once de subjectivité pour chaque journaliste, qui aura forcément un penchant pour un joueur. Est-ce que le comportement de Vinicius n'a pas peut-être joué contre lui? Quand vous dites que le comportement de... Parce que c'est quelqu'un, on sait, quand il joue, il est quand même violent. Bon, pas violent dans le sens du terme. Pas violent dans le sens du terme. Mais c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire, en fait. Dans ses chambrages, on peut dire que Vinicius frôle un peu, je ne pense pas, le manque de respect envers ses adversaires. Mais je pense que c'est le football. Quand vous jouez, que vous sentez qu'il faut un peu mettre du piment, il faut haranguer les supporters ou leur demander de mettre un peu plus de pression dans le match. Je ne pense pas que ce soit forcément un truc comportemental, même si j'ai vu Vinicius plusieurs fois insulté dans les stades par des cris racistes, subir des injures racistes. Ouais, je pense pas que Vinicius soit un joueur violent dans le comportement ou qui va faire des frasques. Je vois, Moucharaf me demande depuis la permission de parler. Oui, vous avez quelque chose à dire. Je vais peut-être ne pas m'inscrire dans la logique de Maël qui ne trouve pas de la saison de Rodri des référents exceptionnels. Parce que moi, quand je vois le jeune homme marquer 9 buts et délivrer 12 passes décisives en 46 matchs cette saison, rappeler, ou du moins la saison écoulée, je pense que c'est, en toute objectivité, le top 4 qui a été décidé ou qui est sorti pour la récompense de ce ballon d'or mérité, que ce soit Vinicius, que ce soit Bellingham, que ce soit Rodri ou même Cavani. Maintenant, le débat pourrait se faire au niveau de est-ce que Rodri mériterait plus que X, est-ce que Rodri mériterait plus que Y? Mais déjà, quand on voit objectivement, Rodri, c'est, on l'a dit, une super coupe de l'UEFA, c'est l'Euro, c'est la Première Ligue, c'est aussi la Coupe du Monde des clubs. Et aussi, je viens de le dire, 9 buts, 12 passes décisives en 46 matchs, avec notamment 8 buts inscrits en Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Alors, ne pas prétendre que gros, ce serait mérité, c'est un peu trop dit. Vous voulez dire que c'est sa performance. Rodri qui a gagné. Vous le laissez finir, s'il vous plaît. Maintenant, sur le comportement de Vinicius, je pense que lui-même, le jeune Brésilien, très talentueux, on ne va pas se le cacher, a été un peu victime d'une pression médiatique démarrée de façon, je vais dire, auto-propulsive. Et je pense que en bonne position, on aurait pu mener ce débat ou ce combat pour Cavani, qui, je pense, a remporté autant de titres que Vinicius, mais a eu le mérite d'avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire l'Euro. Pourquoi pas Bellingham, qui allait jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Donc, cet acharnement médiatique orienté sur Vinicius, avec beaucoup de confrères, beaucoup d'amis qui parlent de couleur de peau, je pense que non. Il faut être honnête, c'est les votes, ce sont les prestations. On a vu Rodri sur le terrain, on a pu analyser ses actions, son apport, et je pense que aussi le ballon d'or, faudrait, ça c'est subjectif, faudrait pas qu'on se caracole dans la tête, qu'on soit un peu schématisé au fait que ça doit nécessairement être décerné à un ailier, un attaquant, non. Est-ce que vous ne pensez pas que la performance de Vinicius Junior avec son pays n'a pas peut-être joué contre lui? Parce qu'il faut le reconnaître, hein, Rodri a quand même fait... je sais pas, a délivré des matchs vraiment exceptionnels avec l'Espagne. Est-ce que ça n'a peut-être pas joué Bon, bien avant l'Euro, oui, mais à l'Euro, c'est vrai, on a tous été témoins du fait que le jeune natif de Madrid, il est resté beaucoup plus sur le banc. Exactement. Sur les 7 matchs disputés par l'Espagne, il a fait 6 apparitions, je crois 2 en tant que titulaire et 4 remplaçant. Donc, c'est vrai, c'est problématique, c'est des questionnements, mais à chaque fois qu'il entre sur la pelouse, à chaque fois qu'il apporte son aura, on voit la différence. Maintenant, je le dis, ou je l'ai dit à l'entame, les 4 qui sont sortis du lot méritaient le ballon d'or. Maintenant, qu'on puisse dire que tel mérite beaucoup plus, je pense que les critères sont objectifs. C'est subjectif également et il va falloir prendre compte de tout cela. Maël. C'est vrai qu'on va souligner les performances de Rodri avec Manchester City, la belle saison qu'il fait. Toutes les fois où Rodri a été présent dans le 11 titulaire de Manchester City, c'était une victoire ou un nul avec les Citizens. Mais un joueur qui a été si impactant et si déterminant pour Manchester City, c'est vrai, qui n'a pas fini dans le 11 de la Première Ligue de la saison.
Ça, c'est un fait, il faut le souligner. Et durant le reste de la saison, je pense que l'Euro a plus mis en avant Rodri, puisque c'est à la fin de la compétition qu'il a été récompensé meilleur joueur de l'Euro. Maintenant, quand on revient sur le débat de qui aurait pu être Ballon d'Or ou pas, je pense que si on regarde d'un point de vue statistique et pur, je pense que Rodri serait passé derrière certains. Maintenant, le récompenser parce que depuis une saison ou deux, je pense que la saison dernière, Rodri aurait été un Ballon d'Or plus crédible que cette saison. Pour moi, c'est mon avis. Alors, est-ce que vous pensez que ce choix marque-t-il une évolution dans la perception du rôle des milieux de terrain dans le football au détriment des attaquants? Bon, je crois que oui. Dorénavant, les milieux de terrain, qu'ils soient défensifs ou offensifs, vont se dire que c'est possible. On a vu sur ces 15 dernières années, Modric en 2018 sauter le verrou. Donc si un peu plus de 6 ans ou 6 ans après, Rodri réussit à faire le même coup, pourquoi pas? Dorénavant, on pourra s'attendre à ce que certains jeunes comme Pedri, certains jeunes comme Gavi, pourquoi pas des Aurélien Tchouaméni, des Kamavinga aussi, Jamal Musiala, en raison de leur apport, puissent aussi prétendre cette au Ballon d'Or. Génération qui vient là, c'est vraiment... On sent que c'est le haut niveau, hein. Oui, avec les joueurs comme Jamal Musiala, Pedri ou encore Gavi ou encore Kamavinga. Vraiment, on sent que c'est des joueurs qui ont vraiment envie de prouver très tôt. Quand vous regardez Florian Wirtz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, vous sentez que ce sont des joueurs qui n'ont pas vraiment attendu qu'on leur donne leur chance. Ils sont allés sur le pré et ils ont prouvé tout de suite qu'ils avaient toutes les potentialités pour être de grands joueurs. Maintenant, même Jude Bellingham aussi est encore dans la vingtaine. Donc je pense que c'est des joueurs qui ont encore une belle carrière devant eux et qui auront la possibilité de gagner ce Ballon d'Or là, même si ce n'est pas encore pour certains maintenant. Même Vinicius Junior, qui n'a pas gagné le Ballon d'Or cette année, pourrait gagner le Ballon d'Or éventuellement dans les toutes prochaines années. Alors, on va parler maintenant du Ballon d'Or africain. Victor Osimhen, quelqu'un aussi qui a fait, qui a réalisé des performances vraiment exceptionnelles avec Napoli et autres. Il a également des concurrents, hein. Il faut le dire. Je veux parler de Ademola Lookman, de Victor Boniface. Alors, quelles performances et qualités un joueur devra-t-il montrer en 2024 pour prétendre au Ballon d'Or et quels sont les favoris selon ces critères, Maël? Les favoris pour moi, c'est vrai que avant de parler des critères et des favoris pour le Ballon d'Or africain 2024, je pense que Victor Osimhen n'est pas sur la liste. Pour sa saison en demi-teinte avec le Napoli et ensuite parti au bras de fer avec le président Aurelio De Laurentiis avant de virer vers Galatasaray. Voilà une surprise, hein. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Je pense que le bras de fer entre le président de Naples et Victor Osimhen est né du fait que le président voulait voir partir Victor Osimhen vers l'Arabie Saoudite. Une alternative qui ne semblait pas correcte pour le joueur, qui lui voulait par contre rejoindre l'Angleterre. Ouais. La somme proposée par les Anglais de Chelsea n'était pas du tout la somme souhaitée par Aurelio De Laurentiis, qui a décidé de mettre au banc le joueur qu'il a quasiment mis au placard, donc ce qui a poussé le joueur vers la sortie. Et quand il a rejoint Galatasaray, il a introduit dans son contrat une clause qui lui permettait dès janvier de signer pour un autre club. Alors maintenant, pour en revenir à votre question et au Ballon d'Or africain, je pense qu'il y a des joueurs sur la liste comme Victor Boniface, Lookman Ademola ou encore Serhou Guirassy du Borussia Dortmund, qui la saison dernière était du côté de Stuttgart. Il faut dire que pour succéder à Victor Osimhen, il y a deux joueurs qui se dégagent, à mon avis. Je pense à Lookman Ademola et à Serhou Guirassy. Maintenant, dans les critères qu'ils vont choisir ou décider de qui sera sacré Ballon d'Or africain 2024, ça va vraiment se jouer entre les deux, parce que quand vous regardez la saison de Lookman Ademola, qui a gagné la Ligue Europa avec Atalanta Bergame, qui a fait aussi une très belle CAN avec le Nigeria, qui est allé jusqu'en finale, qui a aussi marqué un triplé en finale de l'Europa League, et qui a mis fin, il faut le souligner, à l'invincibilité de 41 ou 42 matchs, je ne dis pas de bêtises, du Bayer Leverkusen.
Je pense que c'est une performance fort louable et qui peut lui donner tout le luxe pour prétendre être sacré ballon d'or africain et succéder à son compatriote Victor Osimhen. Maintenant, dans le même sens, quand vous regardez la saison de Serhou Guirassy, elle est exceptionnelle. C'est vraiment pour un joueur qui est du côté de Stuttgart, qui a marqué autant de buts en Bundesliga, je pense que c'est vrai qu'il a connu une CAN un peu mitigée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une blessure qui ne lui a pas vraiment permis Voilà. de vraiment s'exprimer durant cette CAN-là. Mais je pense que pour moi, Serhou Guirassy reste aussi un candidat vraiment plausible pour ce ballon d'or-là. Et vous avez quelque chose à dire par rapport oui, à ça? Pour moi, je pense que pour mettre Guirassy devant Boniface, c'est quand même, je sais pas, Boniface a quand même fait quelque chose d'exceptionnel avec Leverkusen. Hein? Oui, c'est vrai que Boniface a aussi fait quelque chose d'exceptionnel. Il a gagné, c'est vrai, la Bundesliga. Oui. Il a gagné la Coupe d'Allemagne avec le Bayern également. Il a joué la finale de l'Europa League avec le Bayern. C'est aussi un joueur qui peut prétendre gagner ce ballon d'or africain. Oui, tout à fait. Mais je m'inscris en vrai avec ce que Maël dit. Mais la valeur ajoutée qu'a Ademola Lookman sur Victor Boniface, c'est que lui, il a disputé la CAN et en est sorti vice-champion. Oui. Victor Boniface était blessé et était resté en Allemagne, a poursuivi par la suite le championnat avec son club. Oui. Et a réalisé certainement une saison exceptionnelle. Mais de toute façon, en toute évidence, ça va peut-être ne pas plaire aux amis guinéens, mais la saison, elle est exceptionnelle de Serhou Guirassy. 28 matchs, 28 buts, toutes compétitions confondues du côté européen. Un quart de finale de la CAN, c'est vrai, mais c'est d'abord les titres, nous savons, le ballon d'or, que ce soit européen ou africain, c'est d'abord les titres. Avec ce stade impressionnant, Serhou Guirassy n'a remporté aucun trophée hier. Et la saison dernière, il a terminé deuxième meilleur buteur derrière Harry Kane, malgré ces stats impressionnantes. Au niveau titre collectif, c'est absolument pas grand-chose, sinon absolument rien. Alors que quand on prend un peu ces challengers, notamment Ademola Lookman, c'est 17 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière. C'est une coupe d'Europa League, c'est une finale de Super Coupe de l'UEFA, c'est vrai, il a terminé vice-champion, il ne l'a pas remporté, mais c'est aussi une médaille d'argent en Coupe d'Afrique des Nations, où il a été très décisif. Donc je vois, doublé. Voilà, je vois un Lookman Ademola être couronné Ballon d'Or africain 2024 au détriment de Serhou Guirassy qui mériterait tout aussi le titre, mais qui part un peu en défaveur en raison du fait qu'il n'a malheureusement pas remporté de titre majeur avec son club en Europe. Je pense qu'en 2013, je pense que Pierre-Emerick Aubameyang a remporté le Ballon d'Or africain malgré qu'il n'ait pas remporté vraiment de trophée majeur avec son club. Mais je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, je pense que je pense que une norme. Et Lookman Ademola, c'est vrai, il fait un candidat vraiment plausible pour le Ballon d'Or en raison des titres qu'il a, le titre de champion d'Europe avec l'Atlanta, l'Europa League, et je pense qu'il a fait de aussi. La CAN. Justement, je pense que c'est peut-être ça qui a cette valeur ajoutée. On a parlé de ces trois joueurs-là, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait-il y avoir un outsider pour le Ballon d'Or en 2024, à part ces trois-là? Un outsider. En toute honnêteté, non. Même si je loue les performances du jeune Soufiane Raimi, qui a été auteur d'une excellente compétition olympique avec le Maroc U23. Exactement. Et aussi, il ne faut pas oublier le gardien de but de l'Afrique du Sud, qui a Rowan Williams, qui a quasiment remporté tout ce qui est compétition du côté de l'Afrique du Sud avec les Mamelodi Sundowns, qui a eu le mérite de venir même à la cérémonie des Ballons d'Or. Je ne me rappelle plus de son classement, 17e, voilà. Donc je pense qu'il y aura des outsiders, c'est vrai, mais ce trio qui est Ademola Lookman, Serhou Guirassy et Victor Boniface. Alors, je vais vous laisser poursuivre un peu. Comment les compétitions internationales et les performances dans les clubs influencent-elles les chances des candidats potentiels pour le Ballon d'Or 2024?
Oui, déjà, c'est à l'écoute des statistiques parce que quand vous êtes, c'est là où le bas blesse. Quand vous êtes peut-être un défenseur comme Edmond Tapsoba, qui, au même titre que Victor Boniface, a participé au sacre du Bayer Leverkusen et à l'invincibilité du club de la Bundesliga, ça frise un peu à la discrimination, mais c'est le football et il va falloir peut-être faire avec, mais le tout va se jouer sur des valeurs ajoutées, un peu comme la CAN, un peu comme des moments décisifs, comme quand vous venez marquer un but victorieux en finale ou en demi-finale, un peu comme Lookman où on le voit sortir un triplé qui nous rappelle que ce jeune, effectivement, il doit être dans la course parce que n'eût été ce triplé, les regards, les projecteurs ne se seraient pas braqués sur lui pour le conforter à une position de sérieux prétendant. Et donc, quand on prend ce facteur X, c'est un peu plus les milieux offensifs et les défenseurs et les attaquants plus ou moins qui se démarquent. Alors Maël, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que Moussa Rafou Soumanou le soulignait, quand vous regardez généralement les distinctions individuelles comme le Ballon d'Or africain ou le Ballon d'Or de France Football, forcément quand vous êtes défenseur ou quand vous êtes gardien de but, c'est un peu compliqué pour vous de gagner ces trophées-là. C'est vrai que Fabio Cannavaro l'a fait en 2006. Je pense que c'est le dernier défenseur en date à avoir remporté le Ballon d'Or FIFA France Football dans le temps. Sur le continent, je pense qu'on met un peu plus en avant les attaquants pour leurs performances exceptionnelles avec leur club ou avec leurs sélections respectives, les buts, l'impact qu'ils ont eu dans la saison. Et je pense que sur ce point-là, les compétitions... C'est peut-être des choses qu'il faut changer à l'avenir. Oui, à l'avenir, peut-être il va falloir améliorer parce que tout est perfectible en fait. Dans le fond, quand vous regardez les critères qui définissent un ballon d'or, c'est toujours les buts, c'est toujours les passes décisives. Quelque part, à un moment, il va falloir rajouter un peu de la classe du joueur, de son fair play, de son élégance. Parce que quelque part, je pense que le football, c'est un jeu collectif. Et que sans... peut-être des attaquants, sans peut-être des milieux de terrain ou sans des défenseurs qui font le boulot, ou sans des gardiens qui veillent un peu plus au grain derrière. Je pense pas que les attaquants puissent être si décisifs. C'est vrai que quand un attaquant marque, ça permet à son équipe de gagner, mais derrière, quand la défense n'assure pas, tout le travail de l'attaquant peut passer à la trappe. Tout à fait. Alors, on va marquer une petite pause, histoire de boire un peu, de se retrouver un peu, et on va revenir pour le prochain sujet. Vous l'aurez compris, Maël, dites-moi, c'est quel hymne on écoute là? Je pense que c'est l'hymne du Barça, Visca Catalunya. Exactement. Non, là, notre prochain sujet de discussion concerne l'incroyable équipe de Barcelone qui, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, a montré des signes d'amélioration dans son style de jeu, misant sur une approche plus offensive et une meilleure organisation défensive. Alors, Maël, est-ce que tu es prêt quand même à répondre à ma première question qui concerne les changements tactiques qui ont été mis en place par le nouvel entraîneur, et comment ils ont influencé le style de jeu de l'équipe barcelonaise? Dites-moi, quel changement tactique il y a eu à ce niveau-là? Déjà, je pense qu'il y a deux choses que je vais souligner en premier, c'est-à-dire Hansi Flick arrive et fait une continuité de Xavi. Vous allez me dire peut-être le contraire après, mais pour moi, Hansi Flick arrive et il continue sur ce que j'appelle l'héritage que Xavi a laissé. Parce que Xavi a peut-être ramené des garçons comme Fermín López de la Masia. C'est lui qui a donné sa chance à Fermín López. C'est lui qui a donné sa chance à Lamine Yamal. Pour Koubarsi, ce sont tous des joueurs qui ont été lancé par Xavi Hernandez, même s'il n'a pas eu la chance de continuer avec le Barça. Je pense que Xavi et Hansi Flick bénéficient quand même de cet héritage qu'a laissé Xavi Hernandez au Barça. Maintenant, dans la suite,
Hansi Flick est arrivé avec un certain dynamisme et avec le pragmatisme allemand. Il y a eu un changement de mentalité en quelque sorte. Justement, avec le pragmatisme allemand qu'on reconnaît aux Allemands, un changement de mentalité, c'est-à-dire dans l'effort, il a réussi à galvaniser encore les joueurs barcelonais, à rebâtir un projet structuré autour de joueurs comme Rafinha, un Rafinha qui a été transcendé la saison dernière lors du match contre le PSG en Ligue des Champions. Il a redonné de la confiance à ces joueurs-là, Lewandowski. Et vous regardez dans l'effort défensif que produit et fournit les joueurs barcelonais cette saison, tout le monde défend et tout le monde attaque presque. Quasiment. Il a réussi à sortir un Marc Casado du centre de formation de la Massilla. Voilà, un jeune joueur qui a surpris, hein, qui a surpris tout le monde. Justement, qui l'a amené avec lui en tournée estivale aux États-Unis et qui a convaincu immédiatement. Et quand il est revenu, il a commencé la saison, Marc Casado a démarré en tant que titulaire. Exactement. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qu'il faut souligner. Hansi Flick, il a redonné un nouvel allant, il a redonné un nouveau souffle au Barça. Dans la structuration de l'équipe, on a une équipe beaucoup plus offensive quand vous regardez le mois d'octobre, simplement vous avez la victoire contre Alaves 3-0, la victoire contre les Young Boys de Berne. Et il faut reconnaître que ça fait longtemps que Barça n'a pas eu des écarts comme ça. On parle de 5-1, de 5-0, de 4-1. Oui, voilà, sur une longue période, il y a vraiment longtemps que le Barça n'a pas enchaîné des succès de cette envergure-là, c'est-à-dire en mettant les buts de cette façon, avec une équipe vraiment offensive. Et quand vous regardez par exemple en Liga, vous avez le meilleur joueur du mois de septembre qui est Rafinha, meilleur joueur du mois d'octobre qui est Robert Lewandowski. Voilà, du mois d'août qui est Rafinha, de septembre qui est Lamine Yamal, et qui a été voilà, moi meilleur entraîneur du mois d'octobre. 2 fois, hein. Voilà, et Hansi Flick, c'est pour dire que le Barça est vraiment en train de prouver qu'elle est vraiment une équipe dont il faut se méfier cette saison. La belle preuve, lors du Classico, ils ont battu le Real à domicile, 4-0 au Bernabéu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent, et surtout l'aspect défensif, il ne faut pas l'oublier. Hansi Flick a vraiment travaillé sur cet aspect-là. Quand vous voyez un Barça qui défend beaucoup plus haut, avec des défenseurs qui s'alignent et vraiment, qui arrivent à faire le hors-jeu de façon vraiment à merveille. Quoi. Et contre le Bayern, ça a vraiment marché au début sur le but de Harry Kane, le premier qui a été refusé d'un cheveu. Je pense que le Barça... Et bizarrement, les joueurs du Real tombaient dedans. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Avec oui au jeu sur 12, c'est un peu malheureux pour ça. Mais effectivement, comme vous le dites, Samouir, il faut reconnaître à Hansi Flick qu'il fait un véritable boulot, notamment sur le plan offensif, parce que le Barça, après 11 journées de Liga, c'est 37 buts marqués. C'est une moyenne impressionnante qu'a peut-être devancé seulement le Bayern Munich du côté de la Bundesliga, avec 14 buts inscrits par Lewandowski. Il faut parler de ce joueur. C'est vrai, les regards sont beaucoup plus pointés vers Rafinha, qui totalise à lui seul 6 buts et 6 passes décisives. Vous ne trouvez peut-être pas que c'est parce que Rafinha a quand même changé aussi. Oui, tout à fait, oui, j'y viendrai. Hansi Flick a réussi à libérer un tout petit peu Robert Lewandowski. Vous voyez, dorénavant, il est accompagné de 2 pistons, Lamine Yamal et Rafinha. Donc, ça lui donne la possibilité d'être un tout petit peu oublié par la défense adverse. Et en 11 journées de Liga, ça lui fait déjà 14 buts. Il est le meilleur buteur. Donc, c'est une technique ou c'est une tactique imposée par l'entraîneur allemand qui fait pour le moment en tout cas le bonheur des Catalans, et on espère que ça va continuer. Et pour le match du Classico, comment vous avez trouvé l'équipe? Non, l'équipe a été tout simplement flamboyante, a été impressionnante parce que aux joueurs du Real. On va pas tirer à boulet rouge sur les joueurs du Real Madrid, là on part du Barça. Et bon, il faudra aussi dire que sur ce match, plusieurs faits ont été décisifs, parce que je pense que si le Real scorait en premier lieu, ça aurait été un peu plus compliqué pour le Barça de revenir, ou peut-être le Barça reviendrait mais marquer jusqu'à 4 buts, ce serait presque impensable, ou presque même pas impensable pour une équipe qui a marqué 4 buts au Bayern en milieu de semaine en Ligue des Champions. Récidiver contre le Real n'aurait pas été vraiment un souci. Et dites-moi, Maël, quels sont les résultats obtenus depuis ce changement et quelles perspectives ces performances offrent-elles dans la suite de la saison? Je pense qu'actuellement le Barça est leader de la Liga, je pense, avec 6 points sur le Real Madrid. En Ligue des Champions, ils ont eu un petit accro contre Monaco, sinon le reste de leur rencontre, ils ont enchaîné. Je pense que le Barça est vraiment en train de se remettre en pole position pour jouer sur tous les tableaux cette saison.
l'équipe est motivée, les joueurs sont vraiment à bloc, l'effectif est gonflé à bloc, il y a de la jeunesse. Mais je pense que le seul truc qui peut être peut-être préjudiciable, à mon avis, je pense qu'à un moment, quand le niveau va peut-être monter en Ligue des Champions, peut-être la jeunesse va peut-être coûter certains matchs. J'ai dit peut-être, parce que c'est vrai que Pedri et Gavi, Frenkie de Jong, accompagnés Marc Casado, c'est vrai que ces joueurs-là sont encore de tout jeunes joueurs qui ont vraiment encore une belle marge de progression dans leur carrière. Hansi Flick a vraiment réussi à donner un supplément d'âme. Voilà, un nouveau supplément d'âme. Il faut reconnaître qu'il y a aussi énormément de blessés dans le banc barcelonais. Pas vraiment. Déjà Daniel Mo est arrivé. Daniel Mo a repris l'entraînement collectif. Bien sûr. Donc c'est encore un tremplin pour le Barça qui peut se métamorphoser, justement, progresser dans sa marge. Voilà. Donc pour les perspectives, je pense que le Barça est une équipe qui est capable de jouer sur tous les tableaux cette saison, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. Le Barça est quand même dispose d'un effectif qui peut lui permettre de jouer les premiers rôles. Maintenant, c'est vrai qu'avec le format de la Ligue des Champions, il y a des chocs qui attendent le Barça également. Après, on va revenir forcément à l'ancien format et qui vont faire revenir les matchs. Les éliminatoires directs. Et nos pensées aux habitants de Valence, où actuellement il y a... Oui, c'est vrai. On va faire une petite pause pour ce qui a quand même permis... Ce qui a fait que le match du Real a été peut-être reporté. Voilà. Oui. Donc, nos pensées à ces habitants-là et aux joueurs également. Et aussi un petit coucou à notre confrère Léopold Soglo, Somar Image, qui a fait un tweet pour dire qu'il se portait bien parce qu'il habite la région. Et on espère que, plus de peur que de mal, il sera des nôtres aussi pour les prochaines compétitions parce qu'il réussit à faire le déplacement pour venir à couvrir. La dernière CAN, il y était aussi, aux Jeux africains, il y était. Voilà, puisqu'on a discuté sur plusieurs sujets, on va essayer de nous détendre à nouveau avec une nouvelle musique, si Paffer est prêt. Vous m'avez dit de ne plus arranger tous mes morceaux moi-même. Et je vais nous voir Serge Vélo. Broda, envoie-moi en haut, s'il te plaît. Serge Vélo, s'il te plaît. Balito mamada kwa baswenge akro gidigi a chanter. Je vais vous parler de mon cœur. Je ne le vois pas mais je sais qu'il va bien. Mon cœur a beaucoup aidé, c'est ingratitude qu'on lui a servi. Mon cœur a été loyal, toujours fidèle mais on l'a trahi. Mon cœur a reçu des coups de partout mais le voilà debout. J'ai pleuré, j'ai dit c'est fini mais voilà mon cœur qui bat encore aujourd'hui. On fait du bruit pour mon cœur. On fait du bruit pour mon cœur. On l'a blessé, il a saigné, mais aujourd'hui il bat encore de mon cœur, on applaudit pour mon cœur. On applaudit pour mon cœur. Mon cœur a été loyal, toujours fidèle mais on l'a trahi. Mon cœur a reçu des coups de partout mais le voilà debout. J'ai pleuré, j'ai dit c'est fini mais voilà mon cœur qui bat encore aujourd'hui. On fait le blanc, on fait le bail, mais la fin c'est moi on m'alonise. On me rabaisse, on m'humilie, mais jamais je n'ai réagi. Je pouvais me venger mais j'ai toujours laissé pour moi adieu. Aujourd'hui j'ai pu me relever, tel est miraculeux de la vie. Alors, je viens de me rappeler d'un sujet là, qu'on a oublié d'aborder. C'est le sujet concernant l'ancien entraîneur de Manchester United qui a été limogé. Quelles sont vos appréciations? Maël Leroux Belou. Ah ouais, Eric Ten Hag, c'est mon ami. Je pense que je vais laisser comme Moussa commencer. Non mais non, enfin, tout ça. Oui, enfin, le mot, enfin. Parce que déjà, son charisme était décrié, son leadership décisif était carrément absent. Je connais un joueur qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite qui serait vraiment heureux à ce moment. Non mais quand on voit, vous avez vu le tweet quand on fait le bilan, c'est vrai, Eric Ten Hag, il a réussi à faire glaner à Manchester United 2 ou 3 trophées, je pense. 2 trophées. Mais quand, entre l'été 2022, qu'il a vu arriver
Et je crois 3 mois après ou 4 mois après l'été 2024, c'est-à-dire 2 ans et demi, vous réussissez à faire débloquer à votre président plus de 615 millions de livres sterling, soit un peu plus de 800 millions de dollars pour des joueurs par affinité que vous avez amené. Les résultats peuvent certainement ne pas suivre et c'est un peu la conséquence de ce qui lui est arrivé. Moi, je retiens de Erik ten Hag quelques, je vais dire, flops qui ont précipité sa chute. Je ne sais pas si c'est précipité, mais je pense que cette décision aurait dû être prise depuis très longtemps. Alors, par exemple, la défaite 7-0 contre Liverpool. Vous êtes des Red Devils. Vous savez que après les Citizens, qui sont vos rivaux éternels, Liverpool, qui aussi, ou dont vous partagez avec lesquels le même nom, Reds, les Reds, vous inclinez face à eux 7-0. Sans oublier la défaite 6-3 contre Manchester City, sans oublier le 4-0 pris à Brentford et à Crystal Palace. Manchester United, c'est un peu malheureux. Depuis son arrivée, Erik ten Hag, on va pas faire un bilan exclusivement négatif, mais il faut quand même dire la vérité. Cet été 2024, entre juillet et août 2024, Erik ten Hag a fait dépenser 245 millions de dollars à Manchester United pour des recrutements de joueurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas XXL, qui ont peut-être prouvé dans un passé lointain, mais qui dès qu'ils signent à Manchester United, c'est la catastrophe. On voit Anthony qui a été signé à un peu plus de 100 millions d'euros, qui déjà annoncé sur le départ. Mazraoui qui l'a fait, un latéral droit, qu'il a, je ne sais pas par quelle alchimie fait, transformé en meneur de jeu. Je n'ai jamais vu ça et jamais compris. On n'oublie pas aussi Joshua Zirkzee, Mathis de Ligt venu pour renforcer cette équipe mancunienne, mais à la fin, ça n'a absolument rien donné. Donc, il fallait bien évidemment que cette décision arrive et c'est un peu dommage pour Erik ten Hag parce qu'on le connaît avec un passé un peu copieux. Du côté de l'Ajax, oui. À Manchester United, ça n'a pas marché, d'autant plus qu'il a eu la malchance de se prendre à bout un certain Cristiano Ronaldo. Alors Maël, très rapidement, rien pour pouvoir déboucher sur autre revue. Je pense que le départ de Erik ten Hag, c'est enfin ouf. Comme le soulagement, hein. Ouf de soulagement pour tous les supporters mancuniens qui n'en pouvaient plus vraiment d'attendre ou de souhaiter le départ du coach, dont les résultats sont à la limite vraiment catastrophique. C'est vrai que au début on a eu quelques bons résultats. Mousraf l'a souligné, il y a eu les 2 trophées qui ont été gagnés. Hormis ça, il y a eu beaucoup plus de résultats négatifs. Et quand je regarde dans le fond, ce n'est pas vraiment de sa faute. Moi, je vais quand même dire ça comme ça. Quand vous regardez, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, ils sont au moins 9 coachs qui se sont succédés sur le bord mancunien. Oui, il y a eu Ole Gunnar Solskjaer, il y a eu aussi José Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick. Tout à fait. Michael Carrick, un tout petit peu, bon, Van Nistelrooy qui a pris la relève ou les périmètres à côté, tout juste là. Je pense qu'il y a eu vraiment de ces côtés. Louis van Gaal. Oui, justement, j'en ai parlé, Louis van Gaal, le néerlandais, à qui franchement, le bord mancunien n'a pas vraiment marché. Je pense que Manchester United a encore beaucoup à remettre sur les rails, surtout au niveau de la structuration de l'effectif. Je pense que Manchester United avait une certaine gloire. Il faut accepter que cette gloire-là est passée et qu'il faut rebâtir réellement l'équipe autour de nouvelles bases et autour de nouveaux joueurs. Je pense que ten Hag a tenté quand même de faire venir des joueurs par affinité. Celui qu'il a remplacé est quand même bon. Oui, justement, Ruben Amorim, je l'ai mentionné tout à l'heure dans la revue de presse, Manchester United n'a pas attendu. Et il faut le souligner, ils ont sauté la clause libératoire de 10 millions d'euros de Ruben Amorim pour le faire venir du Sporting, c'est-à-dire que Manchester United le voulait et dans les discussions informelles que Ruben Amorim a eu avec Manchester, il a demandé à United s'il pouvait venir en fin de saison, c'est-à-dire qu'il allait attendre et finir avec le Sporting. Manchester United lui a dit non, c'est soit maintenant ou jamais. Donc il a dû prendre une décision. Donc je suppose qu'il va repartir à Manchester. Il part à Manchester United déjà dès aujourd'hui. Il va diriger son premier match dès demain contre Chelsea, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est un nouveau départ que va prendre Manchester United et on souhaite vraiment à Ruben Amorim de ne pas connaître les mésaventures de ses prédécesseurs. Oui, tout à fait. Je voudrais effectivement placer un mot sur ce nouvel entraîneur de Ruben Amorim. Il vient avec beaucoup
de conviction, beaucoup d'attentes. Oui, je dirais ça un peu comme ça, mais c'est quelqu'un sur qui, bon, on pourrait, je vais dire, à qui on pourrait accorder le bénéfice de la confiance ou du doute, dans la mesure où, voilà quelqu'un qui est arrivé, c'est vrai, en 2019, au Sporting, mais qui a réussi en 2 ans, sur les 5 dernières années, à bousculer un tout petit peu la hiérarchie de Porto et Benfica. Personne n'est sans savoir que depuis, je vais dire, une quinzaine d'années, soit c'est Porto, champion du Portugal, soit c'est le Benfica de Lisbonne, champion du Portugal. Mais voilà un monsieur qui arrive, Ruben Amorim, qui réussit à bousiller cette hiérarchie-là en 2021, en 2024. Il s'est imposé 2 fois et a remporté le titre. Actuellement, son club de Sporting totalise 30 points et est premier devant Porto, qui en compte juste 21, et c'est vrai avec un match de retard, et le Benfica qui est 3e et qui en compte 19. Donc hier, par exemple, le vendredi, les joueurs ont réussi à lui rendre un vibrant hommage, parce que face à Estrela Madura, ils ont fait un carton plein 5-1 avec un quadruplé d'un certain Vitor Gyökeres, qui certainement va le rejoindre à Manchester United. Ça, on va pas aborder. Je pense qu'on va souhaiter juste à Ruben Amorim. Très rapidement, si vous me le permettez. Avec les transferts par affinité, puisque on a décrié avec Erik ten Hag les transferts qu'il faisait par affinité. Exactement. Ruben Amorim ne va pas venir et repartir sur la même base. Très rapidement, on va aborder notre prochaine rubrique qu'on appelle les cartons. Mais tout juste avant, on va continuer d'écouter quand même la musique, histoire d'aborder le prochain rubrique. Allez, relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers, y'a que des hommes, y'a que des guerriers, y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Car les hommes, on est sur le pied de guerre, on est. Alors Maël, vous pouvez nous expliquer un peu à quoi consiste cette rubrique? Alors, la rubrique, elle est simple, la rubrique des cartons. Vous avez 3 cartons à votre disposition, le carton vert, le carton rouge et le carton jaune. Vous choisissez un carton et vous nous donnez votre avis ou votre impression sur un sujet d'actualité qui vous a marqué durant la semaine. Vous aurez la pleine latitude de nous envoyer vos cartons dans le prochain numéro de l'émission sur un numéro WhatsApp. Voilà, le numéro WhatsApp c'est 57 00 00 62 et vous pouvez appeler directement le 59 49 21 05. Si vous permettez, Samuel Cora, je vais expliquer le principe. Vous faites un enregistrement vocal. Vous vous présentez, vous donnez votre nom et votre prénom et vous choisissez un carton de votre choix que vous donnez sur un sujet, sur une performance ou sur un fait d'actualité sportive qui vous a marqué durant la semaine. Donc vous allez répéter le numéro WhatsApp aux téléspectateurs. Voilà, le numéro WhatsApp c'est le 57 00 00 62 et vous pouvez appeler directement le 59 49 21 05. Voilà, qui plante ainsi le décor. On attend vos cartons pour la prochaine émission. Merci. Alors, nous avons quand même pour commencer cette rubrique, promener notre micro dans les rues de Calavier et ailleurs pour que les gens puissent donner leur avis sur la rubrique et on écoute. Bonjour, moi c'est Amadou Abdul Ganiou. Je donne un carton rouge à l'UEFA, à France Football et à tous ces journalistes qui ont participé au vote pour le Ballon d'Or, car ils m'ont vraiment déçu pour avoir classé le plus méritant à la 7e position. Je parle bien de Lautaro Martinez. Bonjour, je suis Ezekiel Bleu-Amandé. Je donne un carton rouge à Rodri pour son Ballon d'Or. Il ne mérite pas de remporter ce prix devant tous ces autres joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle que lui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi c'est Ezekiel Wadjeto. Mon carton vert va à l'endroit du Barça qui réalise un très bon début de saison. Donc je leur donne un bon carton vert.
Je suis Melikiki et je donne un carton rouge aux décideurs du ballon d'or africain pour l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, Victor Boniface et Mohamed Salah parmi les nominés. Malgré une excellente saison, je pense que leurs performances ont été ignorées, révélant des lacunes dans le processus de sélection. Le ballon d'or africain doit ajuster ses critères pour mieux reconnaître les talents qui marquent le football continental et international. Alors, vous avez bien écouté, hein, Fouquet avec moi ici. Alors, Maël, quel carton vous donnez aux joueurs ou bien aux entraîneurs? Carton rouge. Je sais pas, mais je m'attendais à un rouge. Carton rouge aux dirigeants de Manchester United qui ont vraiment tergiversé, qui ont vraiment pris un temps énorme avant de limoger Erik ten Hag. Franchement, si ça avait duré, je pense que le club se serait précipité dans un gouffre abyssal. Carton rouge aux dirigeants de Manchester United. Moi, je vais peut-être donner un carton rouge aussi à l'UEFA et à France Football pour avoir délaissé dans le top 30 du Ballon d'Or un certain Serhou Guirassy. Parce que je pense que c'est vrai, en termes de statistiques ou de trophées majeurs remportés, c'est absent. Mais quand vous marquez 28 buts en 28 matchs, je pense que c'est assez largement suffisant pour vous permettre de figurer dans le top 30. D'autant plus qu'on voit le jeune de Girona, le meilleur attaquant, le meilleur buteur de Girona de la saison passée, j'oublie son nom, qui a été juste auteur de 24 buts en plus de 38 matchs et qui, lui, figure sur cette liste. Merci. Bon, peut-être que cette saison, peut-être... Qui a rejoint l'Atlético. Oui, voilà. Ouais, c'est vraiment lui. Alors, merci à vous. C'est déjà la fin de ce premier numéro et quel plaisir ce fut de partager ces moments avec vous. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon du monde sportif avec ces moments de tension, de passion et d'inspiration. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce début d'aventure. N'oubliez pas de nous suivre la semaine prochaine pour de nouvelles analyses, des rencontres exclusives et encore plus d'actualités sportives. En attendant, continuez de vivre avec votre passion du sport et à très bientôt pour le prochain épisode. La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.